Octopodcast, maintenant Claire, tu vas nous parler de traduction, puisque tu es traductrice, c'est ton métier. Je suis traductrice indépendante, je traduis pour beaucoup de clients, mais alors de l'anglais vers le français et principalement des textes qu'on va appeler pragmatiques, c'est-à-dire que je ne suis pas une traductrice littéraire qui traduit de la fiction, je traduis des informations pour un public qui veut se renseigner et non pas s'évader avec un bon roman. Voilà. Tu as un impératif de véracité, c'est-à-dire que tu ne réécris pas des passages entiers, puisque c'est comme ça que ça marche quand même dans la traduction littéraire. C'est que, voilà, effectivement, ça fait partie de l'une de mes contraintes. Il y en a beaucoup d'autres, mais l'une des contraintes, c'est autant d'informations que dans le texte de départ et pas plus d'informations que dans le texte de départ. Sauf, il y a toujours des exceptions, sauf contexte culturel qui impose de donner au lecteur du texte cible plus d'informations que celui du texte source, parce que celui du texte source vient d'une certaine culture avec certaines choses que tout le monde connaît et pas le locuteur du texte cible. Mais je vais y venir. Donc en fait, comme je sais qu'autour de cette table, il y a beaucoup d'informaticiens et que la traduction automatique peut être un sujet qui intéresse les gens. C'est beaucoup. Voilà. L'idée, ça serait peut-être de parler de traduction automatique, mais avant de parler de traduction automatique, il faut tout simplement définir les concepts pour savoir de quoi on parle. Parce que de plus en plus maintenant, j'entends à des conférences ou dans des livres, dans des articles, beaucoup de gens parler de traduction automatique sans jamais définir ce dont ils parlent. Ça part dans tous les sens, et quand une conversation ou plutôt un monologue part dans tous les sens, il n'y a pas moyen justement de débattre. Donc là, le but de cette chronique, c'est plus de poser les bases, quitte à ce que plus tard, on approfondisse le sujet si ça intéresse les gens. Alors la traduction, c'est quelque chose de très très ancien, puisqu'à partir du moment où il y a eu plusieurs langues sur la planète et que les groupes humains ont dû communiquer ensemble, s'est posé la question de faire communiquer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes langues, les mêmes références, etc. Donc on retrouve des traces ancestrales. L'une des plus célèbres que je prends en exemple, c'est la pierre de Rosette. C'est déjà 200 ans avant Jésus-Christ, et déjà c'est une traduction, et celle-là, elle est très célèbre, on peut la voir au musée à Londres aujourd'hui. Une petite chose aussi sur l'histoire de la traduction que j'aime bien mettre en avant, c'est qu'en fait l'Europe, alors là je fais un peu de l'européanocentrisme, l'Europe s'est construite sur la traduction. Contrairement à d'autres civilisations qui ont des textes fondateurs qui sont toujours dans la langue dans lesquelles ils ont été écrits, l'Europe n'a pas cessé de traduire ces textes de référence. Donc par exemple, les Romains, quand leur empire a commencé à dominer le monde, entre guillemets, leur monde, ils avaient un problème, c'est que la langue parlée par tout le monde, c'était pas le latin, c'était le grec. Donc il y a eu une grosse entreprise de traduction massive de tous les textes de référence grecs, et qui a permis non seulement d'accéder à cette connaissance, mais aussi d'enrichir la langue latine. La langue latine s'est enrichie par le fait de traduire les textes grecs. Alors j'avance de plus de 1000 ans dans l'histoire, on a eu le même phénomène en Angleterre, quand à la fin du Moyen-Âge, à la cour et aussi dans le pays, on parlait français, il y a eu énormément de traductions du français vers l'anglais, et c'est aussi ça qui a permis d'enrichir la langue anglaise. Donc l'Europe a ceci de particulier que la traduction, on baigne dedans depuis des milliers d'années, et donc c'est, pour moi qui suis traductrice professionnelle, un peu triste de constater que peu de gens en fait maîtrisent exactement ce que c'est que la traduction. Donc pour revenir vraiment à la base de la base, quel est le problème qu'on cherche à résoudre? C'est que au départ, on a un certain énoncé. Je prends le terme énoncé pour justement m'éloigner du fait de savoir si c'est écrit ou oral. Pour l'instant, c'est pas la question, on a juste un énoncé. Cet énoncé, il est destiné à certains publics, dans une langue qu'on va appeler la langue source. Alors c'est une simplification, mais je me permets cette simplification pour aller plus vite. Et le but, c'est d'obtenir un énoncé équivalent pour un public qui, lui, n'a accès qu'à une langue cible, que je vais appeler donc langue cible. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'entends par énoncé équivalent? Eh bien, c'est un énoncé qui fournit la même quantité d'informations, qui est aussi utile, ou qui fournit le même amusement, le même divertissement, etc. Ça peut être à tous les niveaux. Et vous pouvez avoir besoin de cet énoncé parce que vous vendez un produit à des gens qui ne parlent pas votre langue, parce que vous êtes un empereur romain et que vous voulez qu'on obéisse à vos lois, parce que vous êtes un avocat et vous défendez un client qui vient d'un autre pays, etc., etc. Donc les besoins de traduction sont vraiment partout dans la société. Mais au départ, le problème, c'est passer d'un énoncé source à un énoncé équivalent cible. Et quand je définis le problème de cette manière, je ne suis pas en train d'utiliser le mot traduction. Le mot traduction, c'est la solution que, historiquement, on a trouvée pour résoudre ce problème qui était de passer d'un énoncé source à un énoncé cible équivalent.
Historiquement, donc, on n'avait qu'une seule méthode, c'est qu'on demandait à une personne de le faire, elle le faisait, et ce qu'elle faisait, on a décidé d'appeler ça la traduction. Et la question, c'est est-ce que c'est la seule méthode pour obtenir ce résultat? Je vais vous expliquer dans 2 secondes que je pense que c'est pas la seule méthode. Il y a le mime aussi, non? Oui, aussi. Mais alors, le mime, quand on est un empereur romain et qu'on veut faire passer ses lois dans le reste de l'Empire, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Voilà. Donc, avant d'expliquer qu'en fait, il y a plusieurs méthodes pour résoudre le problème qui est de passer d'un énoncé source à un énoncé cible, je m'arrête une seconde sur ce que c'est que la traduction. Parce qu'on utilise ce mot, et on a l'impression que c'est une opération élémentaire. Or, la traduction, c'est un procédé complexe que je schématise énormément si je dis qu'il est en 3 parties, mais allons-y quand même. La première partie, c'est que je vais décoder un texte source. Donc je vais extraire les informations qu'il y a dans ce texte. Et quand je dis informations, c'est au sens très large, hein. C'est les informations au sens de données, mais c'est aussi la pensée de l'auteur, son sentiment, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça, est-ce qu'il est d'accord avec ça ou ça, quelles sont ses références, est-ce qu'il y a de l'humour, pas d'humour, est-ce que c'est au 1er degré, au 2nd degré, etc. Et en fait, la deuxième étape, qui est par essence un processus intellectuel, c'est ce qu'on appelle la déverbalisation. Ce terme, en technique de la traduction, on le retrouve dans tous les ouvrages de référence, déverbalisation, c'est-à-dire en fait, je supprime le verbe, donc je supprime les mots. Donc j'accède aux informations, aux messages, sans les mots. Je me débarrasse des mots, vraiment. Moi, ça me semble super balèze. Faudrait que tu nous en parles un peu plus. Alors, comme je vais pas uniquement le dire avec mes propres mots, justement, j'ai apporté une définition un peu... Voilà. Donc, c'est pas tant une définition que la description du processus. Alors, la langue est un peu archaïque, c'est un vieux livre, mais ça dit ce que ça dit. La rémanence des signes sur le papier rend la tâche difficile à ceux qui n'ont pas pris conscience de la nécessité de déverbaliser. Soit qu'ils écrivent leur traduction sans quitter des yeux l'original, soit qu'ils ne formulent pas mentalement leur phrase avant de la coucher sur le papier. Le résultat est beaucoup plus maladroit que s'ils avaient exprimé une idée totalement libérée de sa gangue verbale originelle. J'aime beaucoup cette phrase à cause de gang verbale originelle. Parce que dans ma pratique, alors évidemment, je ne suis pas sans arrêt consciente de cette déverbalisation qui a lieu dans ma tête, mais il y a des moments quand le texte est particulièrement complexe, quand il y a des sous-entendus, des idées, un contexte culturel, un mélange de choses qui rend le texte vraiment difficile, je ressens ça physiquement, c'est-à-dire que je suis consciemment en train de me dire, oublie les mots du texte source, ils te gênent maintenant pour comprendre, et voilà. C'est une chose qu'on voit dans les mauvaises traductions, des trucs profanes, etc. C'est qu'on sent, quand on connaît un petit peu la langue, par exemple en anglais, on sent la structure de l'anglais dans les phrases en français, et voilà, ça fait pas du bon français, quoi. Donc c'est ce qu'on appelle un calque. Alors il y a beaucoup de sortes de calques. Il y a déjà le calque du mot à mot. J'ai vu development en anglais, alors je vais m'empresser d'écrire développement en français. J'ai même pas réfléchi à la question de savoir si ça a un sens. Je colle à la graphie, je colle aux lettres que j'ai vues parce que ça me rassure. Il y a aussi la syntaxe, c'est-à-dire qu'on va structurer les idées dans le même ordre que dans le texte source. On peut aussi passer à côté des références culturelles, c'est-à-dire partir du principe que le lecteur du texte cible les comprendra, ce qui n'est pas forcément le cas. Et parfois, il faut reformuler, parce que la fameuse note de traduction en bas de page, c'est pas toujours possible. Ça casse le rythme. Parfois, il y a des termes techniques, par exemple, qui ont été développés aux États-Unis parce que la machine existe aux États-Unis. Cette machine, elle a jamais été utilisée en France, donc on n'a pas de terme en français, c'est logique. Donc moi, dans ces cas-là, dans ma traduction, eh bien la traduction d'un seul terme, du seul nom d'une machine, prend 4 lignes, et c'est normal. Enfin, je considère que c'est une bonne manière de traduire. Donc, j'en étais à la déverbalisation. Donc, c'est vraiment une étape très importante, c'est-à-dire que c'est un moment où on comprend le texte sans les mots. Pour vous donner un exemple concret de ce que je ressens, j'ai essayé d'imaginer une analogie hors du monde de la traduction. Imaginez que vous êtes en train de goûter un vin, et qu'on vous demande ce que vous en pensez, vous n'êtes pas œnologue, vous n'êtes pas spécialiste, donc voilà ce que ça donne. Ah ouais, celui-là, il est violent quand même, je le sens passer, j'ai encore l'arrière-goût là, puis ça picote, hein, vous allez dire des tas de choses comme ça pendant 2 minutes, et là la personne qui s'y connaît va vous dire, oui c'est un vin très astringent. Et vous allez vous dire, c'est exactement ça. J'ai exactement pensé astringent, c'est exactement la sensation que j'ai eue, sauf que moi, il m'a fallu 4 lignes pour vous le dire. Voilà, donc c'est un peu, alors c'est une analogie, donc elle vaut ce qu'elle vaut, c'est un peu caricatural, mais c'est très souvent le sentiment que j'ai. C'est-à-dire, je sais exactement ce que l'auteur a voulu dire. Je suis incapable de vous le dire en français, là, tout de suite. Mais j'ai très bien compris. Voilà. Et ça, c'est l'étape de la déverbalisation. Et après, viendra la 3e étape, c'est-à-dire, si je puis dire, le rhabillage
du texte, c'est-à-dire que toutes ces idées que j'ai comprises, je les réécris dans la langue cible, en l'occurrence dans mon cas le français. Alors ça, c'est donc la première méthode pour passer d'un énoncé source à un énoncé cible, et la question c'est est-ce qu'il n'y en aurait pas une deuxième ? Et cette deuxième méthode, donc suivez mon regard jusqu'à la traduction automatique, c'est quand on prend un énoncé du texte source, on le décode et on le recode immédiatement sans cette phase de déverbalisation. Et le problème d'utiliser le terme traduction automatique et traduction humaine quand on parle de traduction, c'est qu'on sous-entend qu'il y a une même opération qui pourrait être faite par deux individus. J'utilise le terme individu au sens large, ça peut être un ordinateur ou un être humain. Et en fait, conceptuellement, ça me gêne, parce que si on se limite à penser la traduction en ces termes, on se limite dans l'imagination de tout ce qu'on peut faire avec la traduction, avec les ordinateurs, etc. Et donc, la traduction, par définition, je préfère dire que c'est ce que je viens de décrire, c'est-à-dire je déshabille le texte, je déverbalise et je le rhabille dans une autre langue, ça c'est la traduction. Et il y a une autre méthode qui consiste à décoder et à recoder immédiatement, sans passer par la déverbalisation. Et cette méthode, il faut lui donner un nom spécifique. Donc j'avais pensé à transposition, en hommage à la transposition en musique, et en fait il y a aussi le terme transcodage qui est aussi souvent utilisé. Voilà. Et à partir du moment où on a deux termes pour définir ces deux méthodes, traduction et transcodage, on peut avoir une vraie conversation sur ce que c'est que la traduction, maintenant je mets des guillemets, automatique, parce qu'on va pouvoir se poser les bonnes questions. On va se dire, ok, les ordinateurs transcodent et les humains traduisent, mais est-ce que parfois les humains ne transcodent pas eux aussi ? Auquel cas, c'est tout à fait logique de les remplacer par des machines, parce que s'ils transcodent, c'est sans doute que c'est fastidieux, que c'est répétitif, puisqu'ils n'ont pas besoin d'aller accéder à cette déverbalisation dans leur cerveau. Et inversement, on va pouvoir se demander si un ordinateur qui transcode pourrait éventuellement un jour, peut-être, traduire. Mais on ne peut penser les choses de cette manière que si on a les deux termes et pas un seul terme. Aujourd'hui, sur la transcodation, je sais pas comment il faut dire. Transcodage. Le transcodage automatique, il s'appuie sur des données statistiques, c'est-à-dire qu'ils ont encore plus de textes monstrueux grâce à Internet, et ils disent, bon bah voilà, dans tel contexte, avec telle et telle occurrence de termes, je vais choisir tel mot plutôt que tel autre. Du coup, ce que je trouve intéressant, et pour faire écho à notre autre sujet sur les IA, c'est qu'on voit que même avec ce savoir, en tout cas cette connaissance livresque, cataloguesque de la langue, on n'a pas ce passage par la déverbalisation. Le problème des statistiques, c'est que ça reste toujours des mots. C'est-à-dire que il n'y a pas de message dans l'histoire. L'ordinateur décode des mots, une succession de mots. Alors il le fait pas plus du ou moins langage. bien. Exactement. L'autre terme aussi, c'est quand on est en train de déverbaliser, on est dans un espace qu'on appelle alingue. A-L-I-N-G-U-E, sans langue, et l'ordinateur, par définition, étant programmé dans un code, ne peut pas sortir de ce code. Donc David, toi, tu es à la fois informaticien, donc tu manipules le langage des machines, et tu pratiques le jujitsu, donc un truc à base de violence physique auto-administrée. Entre amis, et ce que je trouve intéressant dans le domaine des arts martiaux, dont tu nous parleras tout à l'heure, c'est que tu es dans une forme de truc, d'activité, d'échange, d'interaction qui ne peut pas passer par le langage verbal en tout cas, qui bien souvent ne te laisse pas le temps de réfléchir et de verbaliser les pensées, donc dans un domaine où on est vraiment dans l'idée averbale. T'avais dit quoi, non ? Déverbaliser ou alingue. Alingue, voilà. Non, effectivement, mais c'est intéressant cette notion de langage, parce que moi je le vois exactement comme ça, c'est-à-dire que cette pratique corporelle est un langage, et on s'aperçoit justement qu'on ne peut pas réfléchir à la manière dont on parle. Et un peu comme maintenant, quand on parle avec quelqu'un, si on réfléchit tout le temps à ce qu'on dit, finalement, c'est là où on va faire des erreurs. Et donc, cette notion de langage corporel dans les arts martiaux, oui, est quelque chose de fondamental. Et le fait que c'est par la pratique intense que justement le corps s'éduque à communiquer avec l'autre et à ressentir aussi ce que l'autre est en train de nous dire, de par ses mouvements. Et là, effectivement, il n'y a pas d'intellect possible. C'est vraiment... Et même, c'est un ennemi. C'est-à-dire que quand on voit dans les arts martiaux japonais, il y a cette idée de ne pas penser, d'être dans l'action immédiate. De toute façon, dès qu'on pense, on est en retard. Et si on est en retard, on a perdu. Donc on peut pas justement, faut laisser le corps s'exprimer, et c'est difficile à formaliser. C'est là où on voit que justement le langage est intéressant, mais il nous amène aussi des barrières. C'est que il y a des choses en art martial qu'il faut vivre. Et je sais que par exemple pour moi c'était une difficulté parce que j'ai besoin d'intellectualiser beaucoup, et en fait si on ne le vit pas, on ne peut pas le faire. Alors qu'on s'attendrait à ce que un bon professeur explique tout au millimètre. Mais ce n'est pas possible, on peut avoir toutes les meilleures explications du monde. C'est par la pratique que ce langage se met en œuvre.
Donc par rapport à notre sujet sur les IA, on revient à cette question du rapport entre l'univers et son corps, et qu'il y a un moment où il faut expérimenter et ressentir, et que c'est pas juste une question de traiter de l'information. Exactement, comme l'enfant apprend à parler d'ailleurs sans qu'on lui donne de théorie. Il y a énormément de choses qu'on apprend ou qu'on ressent sans que ça passe par la langue. L'expérience de la traduction, quand je suis devenue traductrice, c'est vraiment ça qui m'a presque choquée, entre guillemets, au sens premier du terme. C'est à quel point beaucoup de choses ne passaient pas par les mots, justement. Les mots contiennent très peu du texte, en fait, paradoxalement. Et je pense que si on extrapole à l'expérience, au vécu, que ce soit dans le cadre d'un sport de combat, d'un art martial ou la vie en général, très peu de choses, en fait, passent par la langue. C'est ce qui fait que le cinéma est un art beaucoup plus majeur que la littérature, par exemple. Non, mais je rejoins Sébastien, parce qu'effectivement, enfin, c'est ce qu'on voit notamment en programmation neurolinguistique, donc tout ce qui est théorie de la PNL, que justement le non-verbal prend 80% d'une communication. Et il est vrai que par l'écrit, on est obligé justement d'être redondant plusieurs fois, donc là même je suis redondant en le disant, parce que on doit donner une surabondance de détails pour contrebalancer l'absence du visuel, mais aussi de tous les autres signaux physiques, l'odeur, le goût, et aussi le son de la voix qui interagit beaucoup dans notre communication. Très bien, c'est rigolo de voir comment finalement on arrive à faire des ponts entre différents sujets qui sont pas les mêmes, mais il y a quand même des points communs.